Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Bonjour Daniel et Boker Tov. Bonjour Boker Tov et Léonore. Le commandant en chef de la CENTCOM américaine, l'amiral Brad Cooper, était hier en Israël pour y rencontrer le chef d'état-major de Tsahal. Oui, effectivement, la rencontre n'était pas apparemment prévue au programme. Elle a porté sur les différents fronts régionaux, l'Iran d'abord, mais aussi le Hamas à Gaza et le Hezbollah au sud Liban. Étaient également présents lors de cette réunion des généraux de l'état-major israélien. À l'issue de cette réunion, l'amiral Cooper est rentré directement aux États-Unis. Ceci étant, le vice-président américain J.D. Vance a évoqué les pourparlers autour d'un accord entre l'Iran et les États-Unis. Il a affirmé que tout accord devra permettre la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Selon lui, l'un des problèmes est que les Iraniens ont déposé des mines dans le détroit depuis le début de la guerre et nous devons veiller au nettoyage de ce détroit. Enfin, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a affirmé que son pays et le sultanat d'Oman étaient sur le point de conclure un accord sur le tracé d'un couloir de transport dans le détroit d'Ormuz, mais il a précisé que l'ouverture de ce couloir sera conditionnée par une acceptation américaine de dédommager l'Iran pour les dégâts causés par la guerre. Et le ministre de la Guerre américain a demandé aux industries militaires américaines d'accélérer leur rythme de production. Oui, il s'agit là d'une demande qui fait suite à la tension entre le président américain Donald Trump et le Pentagone autour de la pénurie de missiles intercepteurs américains. On en a parlé à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Une pénurie qui aurait contraint le président américain à annuler son opération militaire en Iran la semaine dernière. Selon un document interne du Pentagone qui est tombé entre les mains du Washington Post, le vice-secrétaire d'État américain à la guerre, Steve Weinberg, a demandé au patron des industries militaires américaines de lui présenter un plan de production accéléré de ses munitions et de missiles d'ici les 21 prochains jours. Et puis la situation reste tendue au sud du Liban après l'explosion d'un immeuble qui a coûté la vie à 2 soldats mercredi dernier. Oui, au cours des 24 dernières heures, le Hezbollah a lancé un drone explosif en direction d'une unité de Tsahal qui est déployée actuellement au sud Liban. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts. Tsahal à Israël a mis du temps avant de communiquer autour de cet incident, en particulier en raison des pressions des Américains qui veulent tout faire pour éviter une escalade de la violence au sud Liban. Une escalade qui risquerait de mettre en péril les pourparlers israélo-libanais actuellement à Rome. Le dossier de Gaza, maintenant, plusieurs pays de la région, comme la Turquie, le Qatar et l'Égypte, ont condamné la poursuite des éliminations ciblées d'Israël contre des terroristes du Hamas. Oui, et c'est l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, qui a réagi à ces condamnations. Nous considérons que le point fondamental dans ce dossier est le désarmement total du Hamas. Et nous voulons qu'après ce désarmement, toutes les armes du Hamas soient détruites ou envoyées à l'étranger. Nous n'avons pas l'intention de plaisanter avec le Hamas. Nous avons tiré les leçons du 7 octobre, a déclaré l'ambassadeur israélien à l'ONU. Ceci étant, avant le Shabbat, le Shin Bet a alerté sur l'accord de Gaza. David Zini, chef du Shin Bet, a mis en garde contre, je cite, une tromperie stratégique autour de cet accord. Il a fait cette estimation lors d'une réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale. David Zini a également lancé une mise en garde à propos de la force de stabilisation internationale qui doit se déployer dans la bande de Gaza lorsque le Conseil de la paix aura trouvé des soldats qui sont prêts à faire le sale boulot, c'est-à-dire à désarmer le Hamas. Selon le chef du Shin Bet, le Hamas considère que cet accord peut lui permettre de renouveler un nouveau 7 octobre, ni plus ni moins. Et puis enfin, l'Égypte pourrait rejoindre l'alliance conclue vendredi dernier à la Mecque entre l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie. Oui, cet accord est destiné à créer un mécanisme de réaction semblable à celui de l'OTAN. Selon le principe adopté, tout pays de l'alliance qui sera attaqué bénéficiera du soutien automatique des deux ou trois autres pays. Les pays signataires ont promis d'intensifier leur coordination et leur coopération sécuritaire et même scientifique. Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a souligné que cette alliance n'était pas dirigée contre l'Iran, mais une chose est sûre, cette alliance intervient dans un climat de méfiance entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Autre aspect, les observateurs affirment que cet accord est destiné à faire face au rapprochement sécuritaire entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Côté saoudien, on affirme que cette alliance n'est pas dangereuse pour Israël, mais qu'elle est destinée à garantir la sécurité des Saoudiens face à l'Iran. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud, les températures 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et sur le littoral, 35 à Beersheba et 41 degrés à Eilat. Nous sommes en ligne ce matin avec Oshrit Sukkot. Oshrit, shalom. Shalom.
Merci d'être avec nous ce matin dans cette période particulièrement douloureuse. Vous êtes la maman d'Elia Birenstock qui a perdu son mari Harel, le commandant Harel Birenstock, la semaine dernière au Liban. Nous voulons d'abord vous présenter à vous et à Dany, votre mari, nos plus sincères condoléances pour ce deuil qui vous touche. Dany est un bénévole que l'on connaît bien entendu ici à Kalita et nous voulions donc avant de dialoguer avec vous, vous présenter nos condoléances les plus attristées après la mort de Harel, votre gendre. Alors la question est simple, Oshrit, ce matin. Présentez-nous, qui était Harel Birenstock, le major Harel Birenstock, 34 ans, marié, père de plusieurs enfants. Qui était-il ? Tout simplement, Harel, c'est dur de le décrire. C'était quelqu'un de tossesse, de pétillant. Il ne pouvait pas rentrer dans un endroit sans qu'on le remarque, pas parce qu'il aimait se faire, mais parce qu'il était vivant. Il remplissait, c'est quelqu'un qui remplissait l'espace de lui. Il était kovesh en hébreu. Je ne sais pas si on peut dire séduisant en français, mais dans le sens séduisant parce qu'il était agréable, sympathique, gentil, marrant. Et puis intelligent. On pouvait avoir avec lui toutes sortes de discussions, des discussions sur la famille, des discussions sur la vie, des discussions techniques, parce qu'il était très intelligent, il était ingénieur en mécanique et je pouvais lui poser n'importe quelle question. Il savait me répondre des choses compliquées sur les avions, sur sur les missiles, il savait toujours expliquer. Puis, en plus de ça, pour nous, c'était vraiment un fils, quoi, parce que du moment où il est rentré dans la famille, il était bon, gentil, il avait un caractère très facile, drôle. C'était un mari extraordinaire, un père extraordinaire, un gendre extraordinaire. Et c'est pas parce qu'il n'est pas là, quoi. C'est parce que c'est ça. On est dévasté. Toute la famille est dévastée complètement. Évidemment les frères et les sœurs, mais les beaux-frères et belles-sœurs, tous les neveux. On a des petits enfants qui sont grands déjà. Ils sont tous vraiment affectés. C'est comme si ma fille vient de m'appeler, elle me dit, encore un matin sans avoir d'air pour respirer. C'est comme ça. On se réveille et puis on dit, non, c'était pas un cauchemar, on n'arrive pas à réaliser encore. Alors, vous êtes, vous les parents de Elia, dans une situation un peu particulière parce que vous n'êtes pas en deuil selon la halakha. Mais est-ce exact de dire que vous ressentez le deuil comme les parents d'Harel ? Complètement. En plus de voir son enfant tellement atteint, et mes petits-enfants, de penser à eux, à leur avenir. Il y a 4 enfants. Les aînés, ce sont des jumelles. Elles ont 8 ans et demi. Et le tout petit, il a... Ziv Israël, il a 1 an et demi. Et il y a une des jumelles, Ori, qui a dit à sa mère, un peu après qu'elle lui a annoncé, elle a dit, maman, mais qui c'est qui va m'amener à la choupa ? Et c'est sans arrêt comme ça, quoi. Et le petit, il vient de commencer à parler, il cherche son père partout, Abba. C'est dur de penser qu'ils vont grandir sans. Et puis le petit Mayan qu'on a vu souvent sur les photos, il n'arrive pas à y croire, quoi. Il sait, il a compris. Il adorait son père, il adorait l'armée, les parachutistes. C'est bon, voilà. Et Harel, c'était un mordu aussi de l'armée. Il n'avait pas peur, il était. Il savait ce qu'il faisait. Il devait être nommé Samgad. Je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est un grade au-dessus de ce qu'il avait. C'est commandant second d'un bataillon. Voilà. Et
je sais pas quoi dire d'autre, quoi, voilà. Lors des obsèques, justement, votre fille Elia a bien entendu évoqué la douleur. Elle a parlé de la douleur qu'elle ressentait, mais on a aussi senti une volonté de dire que, et je crois que c'est elle qui a dit, ou c'est peut-être sa maman, la maman d'Arel qui a dit qu'on continuera à être heureux dans ce foyer, envers et contre tout. Et c'est Elia aussi, et c'est aussi Shlomo, le papa de Harel, qui ont dit ça. Mais Elia, elle lui a dit, envoie-moi des forces parce que j'y arrive pas. Mais je te promets d'élever les enfants, pas dans le deuil et dans la tristesse, mais dans la joie et avec les chansons que tu aimais. Il aimait mettre tout le temps de la musique. Il adorait la musique Mizrach Tichonite. Il dansait, il chantait en même temps qu'il cuisinait, qu'il faisait la spongia à la maison, la vaisselle. Il aimait mettre de la musique un peu à tue-tête comme ça, chanter, il dansait avec ses enfants. C'était un papa très, très, très aimant, très, très entourant. Il cherchait toujours à faire profiter sa femme et ses enfants. Voilà. Alors, comment vous considérez votre rôle? C'est peut-être un peu tôt pour poser cette question, mais une fois passé les Shiva, peut-être même après les Shoshim, quel est le rôle de vos parents dans cette épreuve? Comment vous concevez votre rôle désormais? C'est-à-dire, nous, on va toujours être derrière pour soutenir notre fille, pour l'aider dans tout. On l'aidait toujours avant. Dès qu'elle avait besoin, elle savait qu'on pouvait être la roue de secours. Mais maintenant, on va être plus que ça. On va essayer de faire ce qu'il faut. Je ne sais pas encore comment décrire, mais ce dont elle a besoin. On veut pas non plus. Elle est forte, alors elle va pas vouloir qu'on soit tout le temps. Elle a raison, mais on va être toujours en arrière-plan pour pouvoir l'aider, pour pouvoir voilà. Dans quelques jours, il y a la rentrée des classes. Alors Mayan rentre en Kita Aleph. Elle va être seule pour assurer toute la rentrée des classes. C'est évident qu'on sera là-bas pour l'aider à amener les enfants au Mahon, les filles à l'école. Il va falloir se partager, il va falloir organiser notre vie. Bon, elle est toujours organisée en fonction des enfants. Mais là, voilà, bon, elle vit dans un yishuv, dans une implantation, un Ogdim, et c'est assez extraordinaire parce qu'elle est entourée d'une chevra d'amis, de gens, et proches et moins proches, qui ne savent plus quoi faire. Juste un petit exemple, hier soir, ma fille nous a téléphoné, j'étais avec ma belle-fille, et elle nous a dit, voilà, quel jour vous voulez venir, on va aller préparer la maison pour Elia avant qu'elle vienne, on va laver, on va faire les lessives, ranger, remplir le frigidaire et tout ça. On a convenu de mardi de se retrouver là-bas. Et puis, on a dit d'accord, ok, Toda, bye, Shavuatov. Et elle me rappelle 2 minutes après, elle me dit, écoute, maman, j'ai parlé avec la voisine de Elia et ils veulent tellement tous faire qu'ils sont allés. La maison est clinquante, ils vont remplir le frigidaire, ils ont tout nettoyé, ils ont tout rangé, on n'a pas besoin d'y aller. Bon. C'est aussi une chance d'habiter dans un endroit pareil où les gens lui portent à manger. Voilà, il y a beaucoup de solidarité. Oshrit, on se connaît depuis plus de 45 ans, depuis que moi, je fais mon alia. Vous avez été pendant de nombreuses années fonctionnaire au ministère de l'Intégration qui s'occupe justement de l'alia des jeunes. Et vous avez construit une grande famille, Baruch Hashem, en Israël. Lorsque l'on est frappé par une telle douleur, par un tel événement, est-ce qu'il y a des choses que l'on remet en cause quelque part au niveau de ses actions, de sa présence en Israël, où ça n'effleure même pas une seconde votre esprit? Même pas un quart de seconde, quoi. C'est toujours ce que je disais, en 46 ans de vie en Israël, il n'y a pas une minute où j'ai regretté d'être là.
Bon, c'est la vie, c'est tout, c'est la vie. Je vais vous dire, je peux dire 4 fils, c'est-à-dire 2 fils et 2 gendres, qui depuis le 7 octobre font des Milouim. Ils ont fait chacun en moyenne au moins 400 jours. Donc sur 1600, plus de 1600 jours de Milouim, on est rentré dans la statistique. Voilà. En Malasot, c'est notre pays, c'est notre vie ici, il faut l'accepter. On a toujours eu peur. Ça fait des mois que chaque fois qu'ils sont au Milouim, on a peur, on fait tout ce qu'on peut, on prie, on demande. Mais bon, ça aussi, c'est une réponse. En Malasot. Voilà. Merci beaucoup Oshri Tsukot d'avoir accepté de répondre à nos questions dans des circonstances aussi tragiques. On vous souhaite toute la consolation possible, bien entendu, après cette épreuve, et beaucoup de solidarité, comme vous parliez de cette solidarité, c'est important de le souligner. Nous pensons il y a des gens qui arrivent de partout, des gens insoupçonnés, disons. Voilà. Nous pensons à vous et à votre fille, à vos petits-enfants. Et on vous souhaite donc beaucoup de consolation et de force pour la suite. Merci encore Oshri Tsukot d'avoir été avec nous ce matin. Toda rabba. Nishma besorot tovot. Voilà, besorot tovot. Les grands-parents de Théodore Herzl, Shimon Leib et Rivka Herzl, ont été inhumés à Jérusalem sur le mont Herzl, à proximité de la tombe de leur petit-fils, le père du sionisme moderne. Cet événement est l'aboutissement de plusieurs années de démarches conduites par la présidence de l'Organisation sioniste mondiale en coopération avec les autorités serbes et la communauté juive locale. Ce transfert avait été prévu depuis plusieurs années, mais il avait été reporté à plusieurs reprises en raison de la situation sécuritaire. Alors c'était un événement hautement symbolique qui vient refermer l'un des derniers chapitres de l'histoire du sionisme. Dans son testament rédigé quelques mois avant sa mort, Théodore Herzl demande que sa dépouille soit enterrée provisoirement à Vienne auprès de son père, jusqu'au jour, dit-il, où le peuple juif transportera ma dépouille en Eretz Israël. Il précise également que le cercueil de son père, celui de sa sœur Pauline, ainsi que ceux des membres de sa famille décédés entre-temps, ce sera le cas de sa mère, devront être transférés avec le sien. Alors, il y a quelques jours, 122 ans après sa disparition, cette volonté a trouvé son ultime aboutissement. Les dépouilles de Shimon Leib et Rivka Herzl ont été inhumées lors d'une cérémonie à laquelle étaient présents le président Yitzhak Herzog, le premier ministre Benjamin Netanyahu et le président de l'Organisation sioniste mondiale, Yaakov Agoel. Alors Théodore Herzl meurt le 3 juillet 1904. Il n'a que 44 ans. Il ne verra ni la déclaration Balfour, ni la création de l'État d'Israël. Pourtant, quelques années plus tôt, au lendemain du premier congrès sioniste de Bâle en 1897, il écrivait dans son journal une phrase devenue prophétique. À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je le disais aujourd'hui tout haut, tout le monde rirait. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans certainement, chacun le verra. Et 51 ans plus tard, son intuition devenait réalité. Le 17 août 1949, 15 mois après la naissance de l'État d'Israël, le premier volet de son testament est exaucé. Tout commence à Vienne, où une cérémonie d'adieu est organisée. Puis un avion de la jeune compagnie El Al transporte sa dépouille vers Israël. À son arrivée à l'aéroport de Lod, c'est tout le jeune État qui lui rend hommage. Le président Chaim Weizmann, le premier ministre David Ben-Gurion, les membres du gouvernement, les députés, les grands rabbins et les dirigeants du mouvement sioniste accueillent celui qui, un demi-siècle plus tôt, avait osé imaginer un État juif souverain. Le cercueil recouvert de drapeaux israéliens est placé sur un affût militaire. Le cortège prend ensuite la route de Jérusalem. Des dizaines de milliers d'Israéliens sont massés le long du parcours. Beaucoup observent en silence, d'autres récitent des psaumes. Les radios retransmettent la cérémonie en direct, et pour le jeune État d'Israël, il ne s'agit pas d'une simple réinhumation, c'est le retour de celui dont la vision a contribué à rendre possible la renaissance d'un État juif
Au sommet de la colline qui portera désormais son nom, Herzl est inhumé au cours d'une cérémonie nationale. Conformément à son testament, la dépouille de ses parents ainsi que celle de sa sœur Pauline seront inhumées quelques jours plus tard, également au mont Herzl, pas très loin de la tombe de Théodore. Mais l'histoire familiale ne s'arrête pas là. Pendant plusieurs décennies, une partie de la famille Herzl demeure enterrée hors d'Israël. En 2006, les dépouilles de ses 2 enfants, Hans et Pauline, sont transférées au mont Herzl. L'année suivante, c'est au tour de son petit-fils, Stephen Theodor Norman, qui rejoint lui aussi Jérusalem après le transfert de sa dépouille depuis les États-Unis et ne manquait plus que ses grands-parents. Il y a quelques jours, leurs dépouilles ont été exhumées du cimetière juif de Zemun, près de Belgrade, où elles reposaient depuis près de 150 ans, dans le respect de la législation serbe et de la loi juive, en présence de représentants de l'Organisation sioniste mondiale, du ministère israélien des Affaires étrangères, de l'organisation Zaka et de la communauté juive locale. Avant leur départ vers Israël, la Serbie leur a rendu un hommage officiel lors d'une cérémonie d'État. Shimon Herzl était le gabaï de la synagogue du rabbin Yehuda Shlomo Al-Kalal à Zemun. Il faisait partie de ce cercle qui, dès le milieu du XIXe siècle, défendait déjà l'idée d'un retour en Eretz Israël bien avant que Théodore Herzl ne publie l'État juif. Et lors de leur rencontre à Budapest, Shimon évoquait ses idées avec son petit-fils et de nombreux historiens estiment que cette influence a contribué à nourrir la réflexion du jeune Théodore et à façonner en partie la vision qu'il développera quelques années plus tard. En rejoignant enfin Jérusalem, Shimon et Rivka, Herzl referme un chapitre familial, certes, mais il rappelle aussi que pour Herzl, comme pour les premiers penseurs du sionisme, Eretz Israël n'était pas seulement une idée politique, une idéologie, c'était surtout une promesse de retour. Et ce matin, les 2 grands quotidiens israéliens, sans se concerter, ont choisi de consacrer leur manchette à l'espionnage des Israéliens. Le Yediot Aharonot mentionne ceux qui ont osé espionner pour le compte de l'Iran. Ils ont vendu leur âme au Satan iranien, titre le Yediot Aharonot avec en toile de fond un montage entre un drapeau israélien et un drapeau iranien. Et en sous-titre, le journal nous donne un aperçu de la liste de ces espions israéliens qui ont travaillé pour le compte de l'Iran. Il s'agit d'un nouvel immigrant d'Azerbaïdjan, d'un Haredi de Bnei Brak, des techniciens de l'armée de l'air, des Arabes de Jérusalem-Est et même un adolescent de 13 ans et demi. Au cours des 2 dernières années, les services de renseignement iraniens ont en effet réussi à recruter des dizaines d'Israéliens. Certains sont arrivés jusqu'à pouvoir être en contact avec des députés de la Knesset, d'autres ont simplement écrit des panneaux de graffiti et quasiment tous ont fait cela pour de l'argent. Qui êtes-vous, Israélien, capable d'espionner pour le compte de l'ennemi iranien? Un dossier spécial ce matin donc dans le Yediot Aharonot qui en fait sa manchette. Quant au Israélium, eh bien, il consacre sa manchette à une autre forme d'espionnage. Le grand quotidien cite en effet un haut responsable israélien, bien entendu anonyme, qui affirme que les conseillers du Premier ministre Binyamin Netanyahou ont transmis au Qatar des informations top secrètes. En sous-titre, ce haut fonctionnaire révèle que les conseillers Ourir, Einhoren et Feldstein, qui sont impliqués, on le sait, dans la Qatar Gate, auraient transmis aux Qataris des informations qu'ils ont tirées de consultations sécuritaires, par exemple sur la présence d'importantes forces égyptiennes dans le Sinaï. Les Qataris auraient utilisé ces informations pour embarrasser les Égyptiens et même pour fournir de l'information à des journalistes israéliens. Les 3 conseillers affirment ce ne sont là que des affirmations mensongères. Fin de citation. Le site N12 nous révèle des informations en provenance de la dernière réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale. Lors de cette réunion, révèle le site N12, plusieurs ministres ont attaqué le Premier ministre Netanyahou ainsi que le chef d'état-major, le général Eyal Zamir. Les ministres ont critiqué l'accord déposé par le Conseil de la paix à Gaza, qui est censé ordonner au Hamas de déposer les armes. Ils ont déploré que le document ne mentionne pas la destruction pure et simple du mouvement terroriste. Netanyahou a répondu qu'il n'acceptera pas une évacuation de Tsahal de la ligne jaune sans le désarmement total du Hamas et qu'il ne donnera pas ordre d'arrêter les éliminations ciblées contre les terroristes du mouvement palestinien. Quant au ministre Itamar Ben-Gvir, eh bien, il s'en est pris lors de cette réunion au chef d'état-major pour son attitude qu'il juge trop laxiste au Liban en particulier.
Le Israël annonce en page intérieure que l'Iran et les États-Unis sont plus près que jamais d'un accord, mais dans le même élan, le journal souligne qu'il s'agira d'un accord intérimaire sur la réouverture du détroit d'Ormuz via le sultanat d'Oman, mais qu'il ne s'agira donc pas d'un accord définitif, ce qui laissera à Donald Trump le temps de voir venir après les élections du mi-terme en novembre prochain. Et en attendant, on a appris que le président iranien Pezeshkian a rencontré Mortaba Khamenei et lui a expliqué que la situation économique de l'Iran était actuellement particulièrement grave. Les quotidiens et les sites d'information annoncent en évidence ce matin que l'Arabie Saoudite a conclu un accord avec le Pakistan et la Turquie. Cela s'est passé vendredi à la Mecque. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, le président turc Erdogan et le premier ministre pakistanais ont ratifié cet accord. Cette nouvelle alliance régionale a pour objectif de créer un front qui amplifiera la puissance de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. L'alliance est, selon le communiqué, destinée à renforcer la dissuasion des pays signataires. Toute attaque contre l'un des pays sera considérée comme une attaque contre les deux autres, et l'on peut donc supposer que les attaques dont il est question seront éventuellement celles de l'Iran contre l'Arabie Saoudite. Pour le Israël Hayom, cet accord est aussi le reflet du mécontentement des Saoudiens face au rapprochement de ces derniers mois entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Politique intérieure maintenant, à l'approche des élections, le Maariv nous explique que le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich pourrait s'unir avec le parti Zehut, identité de Moshe Feiglin. Ce serait une démarche intéressante pour le parti sioniste religieux qui flirte avec le seuil d'éligibilité. Dans les sondages, l'alliance avec Feiglin devrait permettre à Bezalel Smotrich de passer donc assez largement le seuil d'éligibilité, même de devenir une force politique relativement importante, puisque selon certains sondages, ces deux formations totaliseraient ensemble jusqu'à 10 mandats. Et ce matin, dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, Anat Lev Adler revient sur une question récurrente à l'approche des élections. Doit-on permettre aux Israéliens qui vivent depuis des dizaines d'années à l'étranger de venir en Israël uniquement pour voter alors qu'ils ne partagent rien d'autre de la réalité israélienne très complexe? Pour Anat Lev Adler, eh bien, la réponse est positive. Ces Israéliens vivent effectivement à l'étranger, mais ils n'ont qu'une seule patrie, Israël. Et ils considèrent cette patrie dans laquelle ils ne vivent pas comme le garant de leur existence. Non seulement ils ont le droit, mais ils ont même le devoir, selon elle, de faire tous les efforts pour venir voter le jour des élections et pour nous aider à remettre le pays sur le droit chemin, écrit Anat Lev Adler. Et puis ce matin, le Yediot Aharonot nous rappelle un terrible anniversaire. Il y a 25 ans, le 9 août 2021, se produisait l'attentat contre la pizzeria Sbarro, au cœur de Jérusalem, au coin entre la rue Yafo et la rue King George. Ceux qui étaient présents et de nombreux autres Israéliens n'ont pas oublié. Un terroriste palestinien suicidaire s'est fait exploser à l'intérieur de la pizzeria. 16 Israéliens avaient été tués, des dizaines d'autres blessés. Parmi les victimes, les parents et 3 frères de Chaya Schroer, qui à l'époque n'avait que 8 ans et qui avait été blessée. Elle se souvient des instants les plus tragiques de son existence et raconte que jusqu'à aujourd'hui, elle se réveille chaque nuit avec le visage de son petit frère allongé dans une ambulance, incapable de lui répondre. Retour sur le lieu du drame, titre le Yediot Aharonot avec une photo de Chaya devant l'endroit de la pizzeria au cœur de Jérusalem. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Alors on voudrait faire un point avec vous sur la situation sécuritaire, en particulier après ce qui s'est passé de tragique la semaine dernière, l'explosion d'un immeuble au sud Liban qui a coûté la vie à 2 soldats, un officier et un soldat de l'armée israélienne. On a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que même la mort de 2 soldats israéliens ne suscite pas la moindre ou quasiment pas la moindre réaction de la part de l'armée israélienne, qui semble être menottée, on va dire, par les Américains ou au moins par l'échelon politique, parce qu'il y a des négociations à Rome et parce que en fait les Américains voudraient voir ces négociations aboutir. Je me trompe dans la manière de présenter les choses ? Non, vous vous trompez pas. Et c'est restreint. C'est une situation très dramatique d'ailleurs, car on est tenu à ne pas se déchaîner trop, à ne pas aller trop profond pour dévoiler ce qui se passe sur le terrain. Et on est en train de se défendre. Maintenant, quand il s'agit de guerre de guérilla, la dernière chose qu'on doit faire, c'est de se défendre. Il faut aller à l'attaque, sinon ça peut finir dramatiquement, comme ça s'est fait
s'est passé la semaine dernière. D'ailleurs, ces soldats ont été et leur mission a été de défendre des outils de génie et qui ont fait des travaux sur place. Ce sont des machines qui appartiennent à mon unité. C'est ça. Et c'était leur mission a été de défendre cette. Donc ici un peu la région et entre autres cet immeuble qui a été c'était une embuscade. C'est possible qu'un immeuble reste miné pendant plusieurs semaines oui, bien sûr. Et il explose après plusieurs semaines, c'est-à-dire c'est pas obligatoirement, il n'a pas été miné, on va dire, au cours des derniers jours? Non, c'est possible qu'il est miné depuis très longtemps et d'ailleurs à la bande de Gaza on a trouvé que ça. Il y a des milliers d'immeubles qui ont été minés et on les a vus qu'à l'arrivée. Et donc là, quelque part, il y a, dites-moi si je me trompe, là aussi, il y a une sorte de dissonance entre l'échelon politique qui freine et l'armée israélienne qui, sur la lancée, on va dire, pour corriger, pour les taquer. Le fait qu'il est là-bas, le fait qu'on est sur place. Le fait qu'on est sur place. Voilà. C'est justement ça le drame, parce que la guérilla, c'est ça. On est sur place, on est stagné, on bouge pas. Et on rencontre toutes les maladies sur place, oui, bien sûr. C'est ça qui est dramatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, si vous pouviez murmurer à l'oreille du chef d'état-major, vous lui diriez d'insister auprès du gouvernement pour qu'il ait plus les mains libres pour riposter? Plus les mains libres, ouais. D'aller au devant et on sait où ils sont, on sait que... Regardez à l'Italie, regardez un peu cet endroit, ça reflète tout. Vous avez quelques dizaines de terroristes là-bas sur place. Ouais, qui sont enfouis là-bas. Vous savez qu'il y a une infrastructure extraordinaire à détruire là-bas et ils sont cerclés et on fait rien. Voilà, c'est une... Alors, dites-moi là encore si je me trompe, c'est un remake d'avant le 7 octobre, c'est-à-dire que on est revenu dans une politique de retenue? Pas à ce point, non, pas du tout. À côté de ça, il faut prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, on a affaire à un gouvernement libanais qui a beaucoup de volonté et qui a l'opportunité peut-être de prendre les choses en main et contrôler la situation. S'ils vont avoir d'aide, bien sûr, et qu'ils vont en avoir de la part des États-Unis et des Européens. Et s'ils vont l'avoir, il y a une bonne chance qu'ils arriveront à maîtriser la situation. Et pour nous, pour l'avenir, c'est un grand pas. Les pilotes dont on a parlé ces derniers jours, les zones qui ont été évacuées par l'armée israélienne pour y être remplacées par l'armée libanaise, pour l'instant, l'expérience, elle est concluante. Ça a l'air de passer bien, mais bon, vous savez, disons comme ça, on n'a jamais été dans les places où ils sont maintenant. On a été quelques minutes là-bas pour faire des petits nettoyages et on est de retour. Et eux, ils ont pris la relève alors qu'on n'a jamais été là-bas auparavant. Le grand test serait au sud de Liban, carrément au sud du Litanie. Là, c'est là-bas où ça se passe et on verra comment ça va se passer. Alors, donc, on est dans cette expectative du côté du front libanais, mais on parle beaucoup dans la bande de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je voudrais avoir votre appréciation. On ne s'est pas parlé depuis l'annonce par le Conseil de la paix de Donald Trump de cet accord selon lequel le Hamas serait prêt à être désarmé. D'abord, vous croyez que c'est quelque chose de réaliste, que le Hamas accepte le principe même de se désarmer, même de ces armes légères ou lourdes? Vous savez, le Hamas a lancé une bombe. Il a déclaré qu'il est prêt à rendre les armes. Et puis c'est tout. Rien ne s'est passé depuis. Il n'a aucune intention de le faire, aucune volonté de le faire. Mais le fait qu'il a fait ces déclarations nous a mis dans une embuscade. Maintenant, c'est à nous d'agir. Mais à côté de ça, on a le sentiment que, malgré tout, le Conseil de paix, en particulier après la rencontre de la semaine dernière entre Mladenov et Netanyahou,
va un peu dans le sens du narratif israélien, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas de désarmement du Hamas, Israël ne se retirera pas de la ligne jaune. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas sur le terrain, Daniel. Oui. Le public ne le connaît pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Beaucoup de travaux, beaucoup de préparatifs, ça bouge beaucoup. Et je suis content, d'ailleurs. Car il y a des corps qui arrivent de tout genre, je préfère ne pas citer, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en préparation d'un avenir un peu plus positif. Oui, par exemple. Mais à côté de ça, le grain de Hamas dans la ville de Gaza jusqu'à Khan Younes, tout ce 35%, 40%, là où ils y sont, est toujours problématique. Et il faut comprendre que Hamas, c'est 2 millions d'habitants, hein, c'est pas 20 000, 30 000, 40 000. C'est tous les habitants de la bande de Gaza sont liés idéologiquement au Hamas. Oui, mais là on parle aussi, par exemple, de zones franches dans lesquelles, eh bien, certains Gazaouis qui ne sont pas appelés. La nouvelle Rafah, ça va être le nouveau ça, le nouveau ci, oui. Vous croyez que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le passage vers l'Égypte est ouvert depuis des mois et des mois. Aucun drame se passe là-bas, oui. Alors que c'est Israël qui contrôle le passage. Oui. Et donc, ils ont hurlé, voilà, c'est ouvert. Il y a très peu d'activité là-bas, mais ça se passe, voilà. Et concrètement, vous pensez que le Hamas aujourd'hui dans cette situation, il est affaibli? Je lisais par exemple que, en fait, le fait que depuis plusieurs semaines, le Hamas ne tire pas en direction des positions israéliennes. Il n'y a pas. Ça veut dire que aujourd'hui, le Hamas comprend qu'il n'a pas du tout intérêt à provoquer une escalade. Il est dans une escalade. Et le Hamas a un problème interne aujourd'hui de maîtriser sa propre situation. Oui. Il n'a aucune raison à tirer à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et d'ailleurs, l'armée israélienne agit et fait que pratiquement tous les jours, il y a des attaques de notre côté, mais des choses très précises, des choses très ciblées. Et ce qui fait que vous pouvez comprendre que l'activité est là. Ils bougent, ils essayent. Mais nous, on est aujourd'hui beaucoup plus avancés au point de vue renseignement, au point de vue position. C'est pourquoi le Hamas aujourd'hui très occupé à se défendre, à se cacher. Le Hamas, ceux qui disent, Meir, que le Hamas se renforce, qu'il reçoit des armes de l'Égypte, etc. Vous y croyez ou... Non. S'il reçoit des armes, c'est très petit et rien de sérieux. Ils ont plus de moyens de fabrique, ils ont plus de ravitaillement, de munitions ou de produits de base pour fabriquer. Beaucoup moins. S'ils en ont, alors ils en ont beaucoup moins. C'est plus comme avant. C'est fini ça. C'est fini. Dernier point, dernière question, dernier front, la Judée et la Samarie. Quelle est votre position dans le débat auquel on a assisté la semaine dernière entre le ministre de la Défense, Israël Katz, et le général Avi Blut, cette décision de limoger en direct le général Avi Blut, alors que celui-ci est soutenu par, on va dire, les leaders de l'implantation juive en Judée-Samarie? Je connais personnellement le général Avi Blut. C'est une lumière, cet homme, en tant que commandant et en tant qu'Israélien, juif et en personne. Et je veux vraiment pas rentrer dans ça, mais bon, je crois qu'il est clair que le ministre a pris position de retour, il s'est retiré de sa décision de le faire sur place, alors que la décision de remplacer Avi par le général Dado Ben Khalifa. Par Khalifa
a été prise depuis il y a quelques mois. C'est pas hier, ni dans cette passage télévisé de TV. Donc, je crois que tout le monde a compris que ça allait trop loin et ils ont refait sur l'opposition. Ouais. C'est malheureux, c'est dommage, ça ne devrait pas arriver, ça ne doit pas se reproduire et il y a toujours le problème du mélange politique armé, ouais. Ça a toujours été un drame. Surtout en cette période préélectorale. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation, Shavua Tov, Meir, à bientôt. Merci Daniel, bye bye. Bonjour Samuel, Boker Tov, Shavua Tov, merci d'être avec nous. Premier Shabbat en Israël en tant que nouvel immigrant. Alors, tout d'abord, vos sentiments? Un seul sentiment, ça y est. Finalement, on y est. Voilà. Après toutes ces préparations, tous ces papiers, tous ces trucs, voilà, on y est. On est officiellement israélien et c'est un sentiment qui est indescriptible en vrai. Pour l'instant, on vit encore sur un nuage et on ne se rend pas vraiment compte qu'on a fait l'Aliyah. Pour l'instant, on a l'impression qu'on est en vacances. C'est des longues vacances, mais on se rend compte petit à petit qu'on n'a pas de billet de retour. Oui. Alors, cette Aliyah, vous l'avez préparée, mûrement réfléchie? Alors, c'est une Aliyah, oui. L'Aliyah chez chaque juif, elle est enfouie dans un coin de notre tête, dans un coin de notre cœur. Et on veut toujours, on a envie de faire l'Aliyah. Il y a toujours quelqu'un qui bloque. Alors, il y en a qui ont peur de la parnassa, il y en a qui ont peur du climat en Israël. Du climat, je parle du climat géopolitique. Nous, il faut nous faire un déclic. Et on a eu ce déclic-là. Et ben on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de préparer cette Aliyah. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Ben, on s'est retrouvé avec ma femme à un salon de l'Aliyah, de la Jean Juive, par hasard. On s'est retrouvé là-bas par hasard. Et on est arrivé avec ma femme, on a dit mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? Parce qu'on ne savait pas pourquoi on était là, on n'avait pas forcément envie de faire l'Aliyah tout de suite, on n'avait pas prévu, c'était pas quelque chose, on n'a pas été à un salon de l'Aliyah pour aller préparer une Aliyah, on a été là-bas pour aller voir ce que c'était. Et on a été alors là on était un peu perdu dans le salon et on s'est retrouvé en fait on a été abordé par quelqu'un là-bas de l'ADG, le programme qui a été créé par Shalom Vach, voilà. Eliad Vach, et ma femme surtout a tout de suite adhéré au programme. Et dans le chemin retour après ce salon-là, elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, je suis en train de réaliser que mes enfants vont faire l'armée. C'est-à-dire, elle m'a dit c'est bon, vas-y on part. Alors moi j'ai toujours voulu faire l'Aliyah. Elle aussi m'a été plus réservée quand j'ai senti le déclic chez ma femme. J'ai laissé partir, on part. Alors comment c'est de partir presque au milieu d'une vie, peut-être même au milieu d'une carrière professionnelle? On a toujours eu ce truc-là. Moi, j'ai toujours dit le jour où j'arrête mon activité professionnelle, c'est-à-dire le jour où j'ai vendu quelque chose, je pars. Le problème, c'est que ça bloque toujours, parce que comme on n'a pas quelque chose de concret en se disant on part à telle date ou quoi, donc on continue dans le changement de place parce qu'il y a du soleil. C'est l'avantage d'Israël. Le soleil ne me dérange pas. Ok. Oui, donc en fait, moi, je m'étais toujours dit ça. Moi, le jour où je vends mon affaire, je pars. Et en fait, j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai dit, le jour où je pars, soit j'aurais vendu, soit je ferme, soit je continuerai, mais au moins j'ai quelque chose qui me met un peu la pression, on va dire, il y a cette date butoir du départ, et de faire avec. Et aujourd'hui, on se rend compte que, aujourd'hui, je vais faire avec. Je vais continuer mes activités à Paris, mais j'ai fait l'Aliyah. Alors, vous avez choisi cette Aliyah de groupe avec Shalom Vach, bien entendu, à Afula. Ce n'est pas courant, les Olim qui s'installent à Afula. Afula, c'est un peu une ville qui est un peu éloignée, on va dire excentrée par rapport à Tel Aviv, la métropole, ou Jérusalem, ou d'autres villes, ou même Yehuda et Shomron. Pourquoi Afula? On a visité. Alors, le programme de Shalom Vach, Aliyah de groupe, nous propose plusieurs villes. Et alors, au début, avant de commencer tout le programme, moi, pareil, en tant que bon français, j'ai dit j'ai envie d'aller à Petar Tikva, une ville centrale. Et en fait, on se rend compte de la réalité du terrain. Et que, alors, il y en a qui ont choisi Petar Tikva parce que beaucoup veulent être proches du centre. On s'est rendu compte qu'en fait, notre Aliyah, c'est pas forcément ça.
quand on dit aux gens, on va à Foula, ils nous disent, à Foula, alors soit il y en a qui connaissent pas, et ça s'arrête là, donc on leur explique que c'est à Foula, puis il y en a qui connaissent, ils nous disent, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais c'est loin. Mais je dis, c'est loin de quoi? Il y a tout. C'est une ville où il y a tout. En Israël, dans n'importe quelle ville où on va avoir un supermarché, des supermarchés cachers, des canyons, des synagogues, il y a de tout, des écoles pour les enfants, il y a tout dans chaque ville. Et en fait, on a choisi à Foula parce qu'après avoir visité plusieurs villes, on s'est rendu compte que c'est une ville qui avait beaucoup de potentiel. Et on pouvait bien se développer. On a voulu une bonne intégration pour nous et pour nos enfants et de mettre nos enfants directement dans un milieu israélien total, afin que l'intégration soit à 100%. Et donc là, vous aviez réuni toutes les conditions pour vous installer le mieux possible là-bas. Voilà. Alors l'avantage aussi avec Alia de Groupe, c'est que on a un peu une Alia clé en main. Ça veut dire qu'ils vont nous expliquer que c'est tel quartier, c'est telles écoles. On n'a pas à chercher. L'Alia est beaucoup plus simple, on va dire, parce que même sur place, on a des gens qui s'occupent de nous. On a une coordinatrice à Foula, notamment pour ne pas le citer, Michal, qui est exceptionnelle. Qui s'est occupé de nous de A à Z, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les arrivées, que ce soit pour les appartements, les visites d'appartements, tout. Elle a tout fait. On a aussi sur place une famille d'accueil et il y a une entraide naturelle. Alors c'est pas que lié à Foula ou quoi, c'est une entraide qui est dans tout Israël. Et je parle pour mon cas à moi. Je sais que quand je suis arrivé, j'ai trouvé 20 personnes qui étaient là parce qu'ils s'attendaient à prendre nos valises. Bon, on n'a pas reçu, mais bon, ça on va les recevoir aujourd'hui si Dieu veut, mais bon, ça c'est un détail. Malgré tout, il y a une entraide en fait qui est là, un chesed naturel qui est là, et on apprécie vraiment ça. Même les enfants ne comprenaient pas, mais ils nous ont dit mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens ici? C'est le chesed en Israël. Ils sont venus nous emmener à manger. On a trouvé chez nous, on a trouvé le frigo rempli. Au prochain, c'est une entraide qui est vraiment à part. Israël, on se rend compte que c'est un pays qui est vraiment à part. Et on se dit que ça y est, notre rêve d'une vie est en train de se réaliser. Même il est réalisé. Et on ne regarde pas en arrière. Ah, jamais. Je dis toujours qu'on a déjà du mal à vivre dans le présent. On vit une vie. Si on vit dans le passé, on va vivre 2 vies. Trop compliqué. On vit dans le futur, on vit dans le présent, en espérant que le futur soit bon. Mais déjà vivre dans le présent, c'est plus important. De vivre les moments à 100% et de se dire voilà, on profite de chaque moment. Et chaque moment, ça va être un moment encore meilleur. C'est ce qu'on se dit. Eh bien, Samuel Cohen-Goudard, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir accepté de partager vos sentiments après ce premier Shabbat en Israël. On vous souhaite beaucoup de réussite, la meilleure intégration possible et Be'atzlacha. Merci beaucoup et Shavua Tov, et encore un grand merci donc à l'agence juive, parce que dans tout l'accompagnement qu'on a reçu. Et merci encore à Shalom Vach et sa femme et toute son équipe pour cet accompagnement-là, parce que sans eux, sans cet accompagnement-là, je ne pense pas que notre alia aurait été aussi facile. Voilà. Aussi facile. Mais voilà, on vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite et que des bonnes choses. Merci beaucoup encore Samuel Cohen-Goudard d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et Shavua Tov.